And the first point I want to get over to you is that the world is not like that at all, or let us be more polite. The world in which I live is not like that at all. Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Proposée par l'association WeShare, cette conférence aborde la brûlante question de la planification écologique. Avec Jérémy Almosny, Véronique Ragusa-Bartolone, William Aucan et Mathieu Sanchez. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie vraiment d'être avec vous ce soir. Je vais animer cette conférence. Je m'appelle Solène. Je fais partie de WeShare. Qui connaît WeShare ? Ok, bon, un tiers. Alors, WeShare, c'est une association qui a cette année 10 ans et qui explore la transition écologique et sociale. On essaie en fait de comprendre et de trouver des solutions pour accélérer, mettre en œuvre une transition qui soit juste, qui soit écologique, qui soit sociale. Et on fait ça de 3 façons, pour résumer, différentes. On fait des conférences, comme ce soir. On fait également des études, des enquêtes, donc plutôt de la recherche. On écrit des articles, on a un magazine en ligne. Et enfin, on fait du concret. On accompagne des transformations au sein de collectivités, d'entreprises ou d'agences de l'État. Donc ça, c'était pour parler rapidement de WeShare. Maintenant, je vais en venir au thème de ce soir, la planification écologique. Et vous faire un petit historique, parce que d'ailleurs, j'ai vu que vous êtes nombreux à avoir pris le petit livret qu'il y avait à l'entrée. Je pense que tout le monde n'en a pas malheureusement, mais il est en ligne, donc tout le monde pourra le consulter si ça vous intéresse. C'est le livret qu'on a réalisé à l'issue du festival qu'on a organisé l'année dernière, qui traitait du temps long. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en fait, la conférence de ce soir, c'est un peu une suite de ce festival sur le temps long, puisqu'en fait, ce soir, on se pose la question de comment planifier sur le long terme pour faire advenir une transition écologique. Et la question qu'on se posait lors de ce festival, c'était comment nous réapproprier le temps long en politique, dans nos institutions, mais aussi dans notre vie au quotidien, comment on s'organise collectivement. Et dernière chose à dire avant qu'on passe vraiment au vif du sujet, il y a 2 conférences organisées sur ce thème de la planification écologique, celle de ce soir, et il y en aura une dans 1 mois, le 20 juin. Et là, on parlera toujours de planification écologique, mais en relation avec les crises. Est-ce que planifier sur le long terme, ça va nous aider à gérer les crises qui vont arriver demain et pour lesquelles il va falloir qu'on réagisse assez vite et dans l'urgence ? Donc, planification écologique et démocratie, l'équation impossible. Le point de départ, évidemment, de cette conférence, c'est le dérèglement climatique, les rapports du GIEC toujours plus alarmants, et le constat qu'aujourd'hui, en fait, on n'arrive toujours pas à être efficace, rapide et suffisamment performant, finalement, dans la transition écologique. On n'y est pas. On a pris des engagements, on a signé des accords, des conventions, mais on n'y est pas. Et du coup, la question aujourd'hui qu'on pose, c'est pas nous qui l'avons posée, on l'a tous entendu, planification écologique. Il y a même une première ministre en charge de la planification écologique aujourd'hui. C'est vu comme peut-être une réponse, une solution pour enfin se donner des objectifs, un cadre pour mener cette transition écologique. Alors d'où ça vient cette idée de la planification ? Il y a la planification soviétique, donc là productiviste, autoritaire, pas très bien vécue par tout le monde, notamment les paysans. Il y a la planification en France, après la Seconde Guerre mondiale. Donc là, toujours cet objectif de reconstruire la France, de doper l'économie, et d'ailleurs ça marche plutôt bien, c'est les 30 Glorieuses. Et là, tout le monde ne le sait peut-être pas, mais c'est quand même un effort, un exercice assez concerté. Donc il y a des commissions qui existent, qui réunissent les syndicats, le patronat, pour à chaque fois discuter secteur par secteur, branche par branche, les objectifs qu'on se fixe, les priorités qu'on se donne, et le chemin, la planification. Donc c'est une autre façon finalement de planifier, et c'est un peu ça nos références en termes de planification, et on va essayer de se dire ce soir de quelles références on veut s'inspirer, est-ce qu'elles sont toujours valides, valables, et est-ce qu'on veut aller dans ces directions-là ? Parce qu'il faut quand même se dire que la France et le monde a un tout petit peu changé depuis 1945.
Donc il y a la mondialisation, une dérégulation de l'économie, la décentralisation aussi. Donc on peut légitimement se poser la question de quelle sera aujourd'hui la bonne recette de la planification écologique. Et ça tombe bien, c'est la question qu'on va se poser ensemble. Et donc notamment ce soir, on va se poser la question de comment, pour faire cette planification écologique, on associe les citoyens, la société civile et les territoires. Comment cet exercice-là, il est finalement concerté au maximum, en se disant que s'il est concerté, a priori, il sera pertinent et on arrivera au résultat qu'on souhaite atteindre. Donc c'est ça la question du jour. J'espère que vous avez toujours envie de rester et que c'était bien la question à laquelle vous vouliez qu'on s'attelle. Donc, pour parler de ce sujet passionnant, j'ai le plaisir... Alors oui, donc il y a une personne qui est en ligne, vous avez dû le voir. J'espère qu'il nous entend. Est-ce que tu nous entends, Mathieu ? Super. Donc la technologie, ça nous sauve parfois. Donc Mathieu, qui a fait partie de la Convention citoyenne pour le climat et qui était également membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne d'Est Ensemble sur le climat et la biodiversité. William Aucan, qui était également membre de la Convention citoyenne pour le climat. Véronique Ragusa-Bartolone, qui est directrice de l'environnement et de l'écologie urbaine chez Est Ensemble. Et Jérémy Almosny, directeur de l'ADEME Île-de-France. Donc ça tombe bien, je suis très bien entourée ce soir pour répondre à ces questions compliquées. Donc peut-être ma première question, c'est est-ce que chacune, déjà si vous voulez un petit peu préciser qui vous êtes et ce que vous avez fait, allez-y, ce sera plus précis que ce que je viens de dire. Et ensuite, est-ce que vous auriez un exemple à partager de planification écologique ou pas, pour qu'un peu on continue à savoir quels sont les exemples qui existent, les références qu'on a, pour mieux penser la planification qui va, on l'espère, démarrer bientôt. Vu que j'ai le micro, je me permets de commencer et de vous remercier pour l'invitation. Donc je suis William Aucan, je suis architecte urbaniste, j'ai 35 ans, j'avais 33 ans quand j'ai reçu le coup de fil de la Convention citoyenne. Chemin faisant, et j'expliquerai peut-être un petit peu plus tard pourquoi j'en suis là, je suis aussi conseiller régional des Pays de la Loire, mais c'est directement lié au fait d'avoir été tiré au sort. Sur la planification, mon métier en soi, c'est de créer des projets urbains sur le long terme, et donc d'arriver dès le départ à penser à un territoire. C'est un parallèle qui est fait avec les mesures de la Convention citoyenne. Quand on est venu nous chercher, on nous a donné un mandat. Comment dire, on a eu un blocage, ce qui s'est passé, donc la crise des gilets jaunes, du fait qu'il y ait cette taxe carbone qui était profondément injuste. On a besoin de trouver des mesures pour réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre dans un esprit de justice sociale. Et c'est une notion de justice sociale, justement, héritée de ça. Et on a été divisé en plusieurs sous-groupes. Moi, je faisais partie du groupe Se Loger. Et donc, on a, dans ces sous-groupes-là, travaillé à des mesures. Mais ces mesures, on échangeait avec les autres groupes, ce qui fait que après, ça a été tout ce travail-là, 500 pages, 149 mesures, transcrites législatiquement parlant. En fait, vous pouvez passer comme ça dans la loi, qu'on a remis au gouvernement pour transmission sans filtre à l'Assemblée nationale. Mais cette planification dont on parle, tout est dedans. C'est-à-dire qu'en fait, en ayant reçu une formation, la Convention citoyenne, les premières sessions, c'était les formations. On pouvait voir les experts qu'on voulait. Et avec de la discussion, avec de la formation, en fait, partageant le même enjeu, on arrive à ce résultat, à cette planification sur le long terme. Bel exemple. Bonsoir, merci pour l'invitation. Donc oui, moi je suis Véronique Ragusa-Bartolone, je suis directrice de l'environnement et de l'écologie urbaine à Est Ensemble. Je suis ingénieure environnement de formation et ma direction a en charge notamment le plan climat-air-énergie territorial, qui est un exemple typique de planification environnementale, puisque ce plan est chargé de décliner au niveau local la planification régionale, qui elle-même décline la planification nationale, qui elle-même décline la planification européenne. Donc il existe une planification pour l'environnement et pour le climat qui se décline comme ça jusqu'au niveau territorial.
La difficulté ensuite, c'est, comme tu l'as dit, c'est de la traduire réglementairement et de la rendre un peu contraignante. Voilà. Donc nous, on a un autre outil qui nous permet de le faire au niveau local, c'est le plan local d'urbanisation, le PLUI intercommunal. Et ça nous permet de traduire des grandes orientations de façon un peu plus contraignante et réglementaire. Voilà, première esquisse, j'en dirai plus tard. Merci. Bonjour à toutes et à tous, donc Jérémy Almosny, je suis le directeur régional de l'ADEME Île-de-France, agence de la transition écologique. Mon parcours ingénieur en génie énergétique et environnement, et puis une équipe au sein de l'ADEME d'une quarantaine de personnes qui œuvrent au quotidien aux côtés des collectivités et des entreprises pour justement mettre en œuvre la transition qui peut être le fruit, la résultante d'un plan, mais pas que, c'est aussi parfois des initiatives qu'on accompagne, et je suis ravi de revoir des citoyens de la Convention, parce que j'ai participé moi-même au lancement du GT Se Déplacer. Donc là, on a une large représentation. Alors, juste, Véronique a parlé du PCAET. Moi, je vais forcément remontrer d'un cran. On a, depuis la loi de transition énergétique pour la croissance verte, l'établissement d'une stratégie nationale bas carbone qui est portée par le ministère de la Transition écologique et qui a pour vocation de bâtir les grandes orientations, les grandes ambitions en termes d'atteinte de la neutralité carbone à horizon 2050. Et pour ça, c'est grosso modo un exercice intéressant parce que on s'appuie sur un modèle de prospective pour décider à la fois le ministère, mais aussi par les corps intermédiaires, parce qu'on a des commissions thématiques qui se réunissent pour pouvoir proposer des contenus, un scénario de référence qui fixe les grandes orientations. Alors ces grandes orientations sont bien sûr souvent l'apanage de ce qui se passe au niveau européen, qui sont souvent l'apanage parfois de stratégies filières au niveau mondial, mais ça définit les grandes orientations et derrière se décline sur les 15 ans des plans d'action appelés budget carbone. Donc c'est des plans d'action sur 15 ans répartis de période quinquennale, et sur les 5 années à venir, on définit finalement des niveaux carbone à ne pas dépasser. Pour vous donner un exemple, sur la période 2019-2023, nous émettons en France 436 millions de tonnes de CO2 équivalent. Donc pour chaque secteur, on a une quantité d'émissions de gaz à effet de serre qui sont produites, et donc on se donne une trajectoire dans 5 ans, comment chacun des secteurs devra effectuer un effort pour pouvoir y parvenir. Et pour ça, on a bien sûr des grandes actions structurantes, mais on a surtout la déclinaison locale qui va être mise en place par chacun des territoires. Et probablement, je le dis, j'anticipe un peu le débat, il y a certainement une courroie de transmission à renforcer, il y a certainement une orientation à porter au-delà d'une vision peut-être un peu parfois trop technocratique et d'une opérabilité finalement terrain. Mais la SNBC est un exercice extrêmement intéressant parce qu'il a une approche plurisectorielle, mais il est porté par un seul ministère. Donc c'est le ministère de la Transition écologique. Et donc si Bercy il dit c'est pas bankable, c'est possible que ce soit compliqué d'atteindre des arbitrages. Donc c'est important d'avoir aussi ça en tête, c'est-à-dire que qui le porte, et donc à l'aune d'annonces politiques et donc d'un Premier ministre en charge de la planification, on peut imaginer qu'au niveau des arbitrages, ça sera plutôt favorable, quoi. Parce que du coup, pour bien comprendre, aujourd'hui, l'arbitrage peut être défavorable, c'est-à-dire que ça ne s'impose pas par rapport aux autres stratégies des autres ministères. Alors, la stratégie nationale bas carbone n'est pas contraignante. C'est-à-dire qu'elle n'a pas, si le secteur des transports n'a pas, aujourd'hui c'est le secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre. Sur la période 2019-2023, je crois qu'on a eu un écart à peu près de 13% par rapport à l'objectif. Et ça va passer. Il y a grosso modo un enjeu, donc on révise la stratégie, on refait un budget carbone révisé 5 ans après en consultant à nouveau les corps intermédiaires, en nourrissant la connaissance collective forte de comment les secteurs ont pu se développer, comment les technologies on peut se mettre en œuvre, et on rebâtit une orientation, mais il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas eu de pénalité, il n'y a pas eu d'effet, si ce n'est ce qui peut être porté au niveau européen lorsqu'on a des seuils à ne pas dépasser, ce type de choses, mais par rapport aux stratégies, pas de rôle contraignant. D'accord, merci. Mathieu ? Bonsoir, merci de l'invitation et merci de toute l'organisation qui a été faite pour que je puisse participer. Alors moi, c'est Mathieu Sanchez, j'ai 42 ans, je suis en Île-de-France et j'ai été en charge en tant qu'agent de la fonction publique territoriale, justement d'une partie un peu de la planification de la ville dans laquelle je travaille. Donc j'ai été confronté à certaines difficultés évidemment. Et durant la Convention citoyenne pour le climat, moi je faisais partie du groupe Se Déplacer. Donc pour rejoindre un petit peu les propos de William concernant la taxe carbone, pour moi c'est un exemple justement
de l'intérêt d'associer les citoyens, simplement parce que justement cette taxe carbone qui est reconnue comme un levier assez intéressant par les experts a été très mal interprété et a déclenché évidemment la crise des Gilets jaunes qu'on a pu connaître. Et on a eu l'occasion aussi, durant la convention, d'écouter et d'auditionner Priscilla Ludowski, qui fait partie des lanceuses un petit peu du mouvement Gilets jaunes. Et son discours était assez clair, c'était de dire si la taxe carbone avait été expliquée correctement, si elle avait été accompagnée, fléchée vers une transition cohérente, finalement, il n'y aurait peut-être pas eu tout ce mouvement qui se serait mis en place. Et le fait d'associer des citoyens à la prise de décision, ça permet évidemment d'éviter éventuellement ce genre de travers. Sur l'expérience de la Convention Est Ensemble, j'ai eu le plaisir d'accompagner en tant que garant. Beaucoup de citoyens étaient très éloignés des enjeux climatiques et une fois qu'ils ont eu les informations nécessaires, ils ont pu travailler sur une série de propositions qui finalement recoupaient pas mal des propositions que nous-mêmes on avait pu faire. Donc ça, ce qui prouve qu'une fois que les citoyens ont l'information, qu'ils ont un cadre qui leur permet de développer un peu leurs idées, on peut arriver à des choses assez ambitieuses et qui peuvent être assez cohérentes aussi par rapport à leur territoire et finalement leur expérience de vie permet justement de garder cet esprit de justice sociale qui permettrait d'avoir une transition acceptable et accélérée sur ce sujet. Ok. Donc on voit bien que là, oui, avec cet exemple, que associer les citoyens permet d'avoir comme un filtre d'acceptabilité sociale. Et ça nécessite un accompagnement. Et qu'en même temps, associer les citoyens, ça permet d'avoir des résultats très concrets. On a vu l'épaisseur du document de William. Ça a l'air très sérieux. Merci Mathieu, merci à tous pour vos premières réponses. J'avais une deuxième question pour toujours un petit peu nous mettre dans le sujet. C'était, donc en fait on l'a vu, il y a déjà plein d'exercices de planification à l'échelle européenne, nationale, régionale, départementale, locale, partout. Donc finalement, pas partout, pas départemental, c'est peut-être pour ça en fait qu'on n'y arrive pas. Qu'est-ce qui manque ou pourquoi ça ne fonctionne pas et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a besoin de cette planification? Voilà, qu'est-ce qui manque quoi? Est-ce que c'est le caractère contraignant? Est-ce que c'est lié est-ce qu'il faut vraiment lier les mains des élus? Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce qui manque? Non, on a absolument besoin de cette planification. On a même besoin de la renforcer, de la rendre plus crédible, de l'inscrire dans le réglementaire pour plusieurs raisons. D'abord parce que les enjeux environnementaux, on voit bien, se traitent sur un temps très long, qu'il nécessite la transformation de systèmes, et donc c'est des politiques systémiques qu'il faut mettre en place, des systèmes qui ont une inertie forte et sur lesquels on ne peut pas espérer agir en 5 ans ou en 6 ans, qui sont les temps des mandats électoraux en France. Donc on a absolument besoin d'outils de continuité. Ne serait-ce que pour ça, on a déjà besoin de ça. Après, on a aussi besoin de cohérence, parce que si on continue à porter nos politiques publiques de façon très sectorielle, c'est-à-dire d'un côté l'habitat, d'un côté les transports, d'un côté, etc., on voit bien qu'on n'a pas une action suffisante pour pouvoir agir sérieusement sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc il nous faut des plans qui allient et qui soient transversaux et qui touchent à toutes les politiques publiques. Et enfin, il nous faut aussi, alors je donnerai un troisième élément, et ça c'est à partir d'une petite étude qui avait été faite par Carbone 4, qui est le bureau d'études qui est lié au Shift Project, qui fait en ce moment une campagne sur « Il nous faut un plan », justement. Et cette petite étude qui s'avait sortie en 2019 s'appelait « Faire sa part ». Donc je vous invite à la regarder sur leur site, elle est vraiment intéressante. Faire sa part, donc c'était définir quelle est la part qui peut revenir aux actions individuelles et aux individus et celle qui revient à l'État, aux entreprises dans la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et en fait, le résultat de cette étude, donc aujourd'hui on est à peu près à 11 tonnes de CO2 par Français émis, il faudrait qu'on soit à 2 tonnes pour espérer rester sous les 2 degrés d'augmentation. Et donc il faut baisser de 80%. Voilà, il n'y a pas le choix, il faut le faire. Et cette étude montre que si un Français fait tous les gestes du quotidien de façon absolument héroïque, c'est-à-dire il ne prend plus jamais l'avion, il ne se déplace qu'en mode doux, il est végétarien,
ils n'achètent plus de vêtements neufs, etc., etc., etc. Tous ces gestes du quotidien qu'on connaît, on baisse de 20%, 25% nos émissions. Voilà, 25%. Si, en plus de ça, il mobilise toutes ses capacités financières, il transforme son habitat, il change de chaudière, il réduit la taille de son habitat, etc., il arrive à faire 20% de plus. Donc au total, il fait 45%. Évidemment, personne ne le fait. C'est pas possible. Enfin, on ne peut pas demander aux gens d'être héroïques et de porter seuls toute cette transformation. Donc avec un système à peu près raisonnable, c'est-à-dire si chaque Français fait des actions du quotidien, investit un peu d'argent pour améliorer les choses, etc., on arrive à peu près 20%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un quart de la baisse nécessaire peut être porté par les individus. Et que les 3/4 restants doivent être portés par les entreprises et par l'État, par des mesures réglementaires. Donc, d'où la nécessité d'un plan. Il faut absolument mobiliser ces 1/4 et ces 3/4. Les 1/4 ne sont pas neutres. Je ne suis pas en train de dire que ça vaut rien et qu'il ne faut pas le faire. Il faut le faire. Mais il ne faut pas le faire seul. Et le plan doit coordonner l'action de l'ensemble de la société, que ce soit au niveau national, européen ou local. Voilà. Donc le plan pour la continuité dans le temps, pour aligner les secteurs et pour aligner les parties prenantes. Exactement. Il y a du travail pour ce plan. Gagner en cohérence et aligner tout le monde. Ce que Véronique vient de dire, c'est la claque qu'on a reçue à la Convention citoyenne et qui avait tout changé en fait. C'est-à-dire qu'en rentrant, en sachant ça, que c'est 11 tonnes à 2 tonnes, moi j'étais personnellement très malade de le comprendre. Qu'en 30 ans, on devait arriver à ça. Et ça veut dire un changement de mode de vie profond. Et on se dit à la fois c'est loin, mais aussi c'est demain. Et comment on arrive à ça? Et les premières choses qu'on cherche à voir, c'est comment on peut réduire sa propre empreinte carbone personnelle. Et puis après, ce qu'on a cherché à voir, c'est comment on peut faire justement ce que tu disais sur toute la société. Mais disons que cette planification, si les citoyennes et les citoyens ne partagent pas l'enjeu au départ, on ne pourra jamais bouger très loin. Je prends un exemple. Les mesures qu'on a suivies là dans mon groupe Se Loger, c'était la rénovation thermique des bâtiments. On demandait une obligation, donc tous les logements devaient être rénovés d'ici à 2040. Et pour vous dire, une rénovation thermique des logements, ça coûte en moyenne 40 000 €. Les citoyennes et les citoyens les moins aisés, donc bien sûr, c'est une part d'aide qui leur sera attribuée, mais tout le reste, les personnes devront mettre 40 000 € dans leur logement. Et si vous allez dire à quelqu'un dans la rue qui a les moyens même de le faire, tu dois mettre 40 000 € dans ton logement, on va dire, mais non, mais attends, j'ai 40 000 € à mettre ailleurs, je ne vais pas les mettre là-dedans. Alors que ce qu'a changé la Convention citoyenne, le partager l'enjeu au départ, eh bien, cette mesure-là, sur les 150, il y a 90% des 150 qui seraient prêts à le faire. C'est-à-dire qu'en ayant compris le lien de cause à effet de ce carbone, moi j'ai fait 5 ans d'études en architecture, on m'a appris la juste mesure, l'utilisation des matériaux, des moins émetteurs, etc. Mais je ne voyais pas le carbone. Et le fait d'avoir fait cette formation, ça m'a donné des lunettes pour le voir partout, dans chaque action. Le fait de prendre l'avion, c'était carboné. Le fait de manger de la viande, c'est carboné. Mais ça, tant qu'on ne met pas à la page tout le monde sur ça, cette planification, elle ne peut pas avoir lieu. À mon sens, c'est le préalable. On partage l'enjeu, on se forme à ça. Sinon, on ne pourra jamais accepter. Si je peux juste appuyer les deux interventions extrêmement intéressantes qui ont été faites juste avant, que je partage, ça va être, je reviens sur cette idée du scénario de référence. C'est quel va être finalement le modèle de société, le consensus qu'on arrivera à bâtir. Est-ce qu'il est le fruit d'une discussion concertée avec les corps intermédiaires, mais qui sont les corps intermédiaires? Les citoyens, qui on sélectionne, les entreprises, les collectivités, etc. À quelle échelle? Donc je pense que vraiment bâtir ce scénario de référence, définir l'échelle, définir également qui on mobilise, paraît être essentiel pour bâtir finalement le destin commun. Parce que si on a compris qu'on est soumis à des contraintes, comment bâtir des contraintes si on n'a pas un contrat social dès le départ? Il ne sera pas accepté, ça va cliver, on va revenir dans quelque chose qui s'enlise et on fera un pas de côté ou un pas en arrière. Ou bien on risque d'avoir des clivages extrêmement violents dans notre société qui sera fragmenté au risque de pousser ce qu'on ne veut pas voir arriver. Donc vraiment, j'insiste sur l'idée du contrat social, sur quoi il se base, avec qui il se base, et j'invite aussi les entreprises. Les entreprises ont besoin
de ce temps long pour aussi enclencher la transformation, qu'on voit les investissements à consentir, qu'on voit les progrès à mener, à la fois sur le plan technologique, mais aussi se réinventer son core business, ça veut dire aussi se projeter sur un temps un peu plus long. Donc la planification est essentielle finalement pour tout le monde, pour les citoyens qui se projettent et qui seront en capacité de faire l'effort et de faire le 1/4, et puis le 3/4 restant, c'est des collectivités qui s'engagent dans la durée à investir, à organiser la cité, et puis les entreprises à revoir également leur modèle. Donc c'est vraiment essentiel. Donc en effet, oui, il y a besoin de concerter largement et aussi d'associer les citoyens pour se mettre tous d'accord finalement, sachant qu'on a des choix difficiles qui nous attendent. Mon autre question, avant qu'on parle vraiment directement de comment on associe les citoyens, comment on associe les territoires concrètement, j'aimerais poser la question de quelle transition on parle. Est-ce qu'il y a une transition? Est-ce qu'il y a des transitions? Parce qu'on parle de la planification écologique, mais est-ce qu'il y a un plan? Est-ce qu'il y a des plans? Et là, je te regarde, Jérémy, puisque je sais que toi, tu as quelque chose à dire là-dessus. Certainement les autres, mais toi, je sais que tu as quelque chose à dire là-dessus. Non, mais forcément, les transitions, c'est avec un S, ça, on est certain. Et Véronique l'a appuyé, on est dans une logique systémique. Les enjeux que l'on va avoir sur la mobilité vont avoir un impact sur l'aménagement, vont avoir un impact sur les logements. Les enjeux qu'on va avoir sur l'alimentation vont avoir un impact sur l'agriculture, vont avoir un impact sur les industries agroalimentaires, la gestion des déchets. Donc tout est lié. Donc si à un moment donné on réfléchit en silo, comme malheureusement je pense on l'a un peu trop fait, on risque de vraiment prendre des solutions avec des effets rebonds qui seront d'une part négatifs, incompris, et puis qui vont forcément créer des déséquilibres. Alors nous au niveau de l'ADEME, on a bâti 4 scénarios horizon 2050, donc c'est transition avec un S 2050, pour pouvoir justement essayer de voir quels sont les chemins possibles et à emprunter pour atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Et on a mis justement cette question de la planification un peu au centre, au cœur de chacun de ces scénarios. Alors, je ne sais pas si je peux en parler maintenant. Eh ben, j'en parle maintenant. Alors, scénario numéro 1, c'est un scénario, vous allez voir qu'on va parcourir un curseur qui commence très fort du côté de la sobriété. On est sur un scénario qui s'appelle Génération frugale. C'est une société en recherche de sens qui va mettre énormément l'accent sur le changement des modes de vie. Dans ce modèle-là, nous avons une gouvernance qui est locale, c'est l'essor du rural essentiellement, et puis nous avons une démocratie participative et citoyenne qui est extrêmement forte, mais surtout, on a une réglementation, une contrainte, et une contrainte qui se veut égalitaire. Donc on voit apparaître le rationnement par quota, on voit des mesures coercitives, parce que justement, pour pouvoir permettre ces contraintes, dans ce scénario-là, ce qu'on met en évidence, comment les territoires en tout cas se mettent en mouvement, ils engagent des débats pour pouvoir définir cet objectif commun et rendre les mesures proposées égalitaires. Le deuxième scénario, c'est un scénario qui s'appelle coopération territoriale. Donc on déplace un peu le curseur, un peu plus éloigné de la sobriété. On a une modification profonde des modes de vie, mais on a surtout un État qui bâtit des stratégies, des grandes orientations, mais des territoires qui bâtissent des plans d'action. Ça veut dire que dans leur plan d'action, ils vont concerter ces corps intermédiaires, ces citoyens, à l'instar de ce qui est fait par Est Ensemble en ce moment. Est Ensemble, c'est le scénario numéro 2 pile poil. Et donc, on est vraiment dans des logiques de discussion pour préparer l'avenir. Alors, c'est extrêmement intéressant parce qu'on concerte. Le bémol, c'est face aux enjeux climatiques, la concertation, la mobilisation peuvent avoir aussi des effets retors sur la difficulté à atterrir sur des solutions communes, la difficulté à provoquer également des changements de mode de vie. Voilà, pour vous dire qu'on a des effets positifs ou négatifs des deux côtés. Scénario numéro 3, c'est le scénario technologie verte. Donc là, on est sorti un petit peu du curseur sur l'évolution des modes de vie et on fait confiance davantage à l'avenir pour atteindre la neutralité carbone aux technologies. Donc là, on est sur un État planificateur. Donc c'est vraiment lui qui organise, qui porte les stratégies filières pour parvenir aux objectifs de neutralité. On est beaucoup plus dans un monde où des coopérations mondiales et européennes s'installent. Donc on est sur des logiques de stratégie européenne. On concerte un peu moins parce qu'on bouleverse moins les modes de vie. Donc on a le Gosplan, parce que je reprends le terme soviétique, mais on décline le projet, mais on est beaucoup moins dans de la concertation locale. Et puis le dernier scénario, là on est full techno, c'est le pari réparateur. La technologie nous sauvera. Ça veut dire qu'on ne change pas du tout nos modes de vie, on ne change rien. On continue à avoir nos modes de vie avec une logique quand même d'atteinte du bonheur, de préservation de notre sécurité individuelle qui est extrêmement, extrêmement forte. Et finalement, la technologie nous sauve parce qu'on développe
des puits carbone technologiques qui vont compenser finalement les dégâts qu'on va causer sur l'environnement. Et dans ce modèle-là, on est sur des modèles qui sont plutôt des modèles mondialisés. Donc on ne va pas avoir forcément de planification nationale, hormis la planification du système énergétique. On va devoir quand même planifier son mix énergétique sur le territoire français. Voilà grosso modo ce qu'on bâtit, une échelle, un mode de gouvernance, des modes d'animation et comment on place la concertation dans le fait de bâtir le chemin à parcourir pour atteindre la neutralité carbone. Ces scénarios prospectifs que vous avez élaborés, finalement, ils montrent que la transition écologique, elle peut faire des choix différents. Donc vraiment axés sur le changement de comportement, la sobriété, la frugalité, c'est un curseur, quoi, plus ou moins, vraiment faire le pari sur des technologies qui vont capter le carbone et qui vont nous permettre finalement, nous, de moins changer nos modes de vie parce que la technologie va compenser. C'est une logique de compensation. Et qui a en miroir, la gouvernance, la façon dont on prend les décisions, dont on planifie est aussi différente, plus ou moins à l'échelle locale, plus ou moins contraignante, plus ou moins concertée. Et donc ça va vraiment dans le sens aussi de se concerter aujourd'hui pour se dire quel est le chemin qu'on veut. Est-ce qu'on veut technologie, mondialisation ou échelle mondiale, voilà, ou échelle locale, coopération, territoire, frugalité. Et tous ces paramètres s'entrecroisent. Et donc ça me mène à la question des citoyens, du coup, puisqu'on se dit que là, il y a un besoin de concertation pour choisir la voie qu'on veut prendre. Tout à l'heure, on s'est dit qu'associer les citoyens, ça avait plein de vertus. Ça permettait d'exercer comme un filtre d'acceptabilité sociale aux mesures qui peuvent être envisagées. Est-ce que vous voulez ajouter d'autres avantages et aussi nous livrer, je m'adresse plutôt à William, Mathieu, mais aussi Véronique par rapport à l'exemple d'Est Ensemble, quelques bonnes pratiques aussi de comment on fait avec les citoyens, dans quel cadre, comment est-ce qu'on s'assure qu'on aboutisse à des documents comme celui que tu as montré, William. Il y a des propositions opérantes. Mathieu d'abord, pour lui laisser plus de temps de parole aussi. Il a vécu Mathieu, la même c'est pour chose que toi. moi. Alors, oui, l'intérêt, c'est en fait d'avoir un retour direct de la vie des gens. En fait, on voit bien que la plupart du temps, surtout au niveau national, nos représentants représentent à peu près la même catégorie de personnes. Et c'est assez compliqué pour eux de se projeter sur le quotidien d'un ouvrier. Et finalement, c'est l'ouvrier lui-même qui est le mieux placé pour défendre son point de vue, les difficultés qu'il peut rencontrer pour être acteur de la transition. Le fait qu'il soit interrogé, ça lui permet, lui, déjà d'être actif. Là, il y a aussi le levier un peu renouveau démocratique qui est intéressant, mais c'est surtout que du coup, il peut lui-même proposer des solutions directes pour la catégorie qu'il est censé représenter. Par contre, effectivement, la priorité aussi dans ces cas-là, c'est de faire un temps de formation sur les enjeux climatiques. Nous, on a eu la chance d'avoir à la Convention nationale l'intervention de Valérie Masson-Delmotte, qui évidemment, on dit très régulièrement, mais nous a mis une énorme claque durant son intervention. Et sur la Convention d'Est Ensemble, ils sont passés par l'outil de la fresque du climat, qui était aussi un outil ultra intéressant. Moi, j'ai le souvenir justement à Est Ensemble d'avoir sur la centaine de citoyens qui étaient tirés au sort, on va dire une quinzaine de citoyens qui étaient déjà un petit peu concernés par les enjeux climatiques et les autres qui étaient, c'était un sujet très éloigné. Et le fait de passer par la fresque du climat, on l'a vu, il y a eu une prise de conscience très très importante de la part des participants. Et l'évolution, en fait, au fur et à mesure de la Convention d'Est Ensemble était intéressante. Une fois que les citoyens ont pris information concernant le dérèglement climatique, le premier réflexe a été de se dire pour eux comment on va changer dans le quotidien. Je vais plus consommer des bouteilles en plastique, je vais faire attention à mes vêtements et tout ça. Bon. Ensuite, il y a eu le deuxième échelon qui a été franchi, c'est à l'échelle de la ville. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et ensuite, ils sont encore montés d'un cran pour arriver à l'échelle de la collectivité et de l'intercommunalité. Et ensuite, ils sont encore allés encore plus loin, puisqu'ils se sont rendus compte que concernant certains sujets comme la mobilité,
Il allait falloir aller taper à la porte du département, de la région, et puis au bout d'un moment, pour certains, on les arrêtait plus, ils voulaient interpeller des ministres. Mais voilà, ça prouve bien que les citoyens, au final, une fois qu'ils ont l'information, ils sont en capacité d'avancer, d'évoluer et de faire des propositions concrètes de terrain. J'ai vu des élus d'Est Ensemble être rassurés aussi par certaines propositions des citoyens en se disant « Ok, on avait anticipé », je pense par exemple à tout ce qui va concerner la géothermie. Il y a des élus qui étaient rassurés de se dire « Ok, donc nous, on avait des projets qui allaient dans ce sens-là. Les citoyens, quelque part, dans leurs travaux, ont validé un petit peu ces pistes-là. On peut accélérer. » Et donc, voilà, il y a des connexions du coup qui peuvent d'un côté rassurer les élus en se disant « Ok, on est sur les bonnes pistes », et de l'autre côté, impliquer les citoyens qui deviennent à leur tour ambassadeurs de leur projet. Je pense par exemple à un des projets qui était un petit peu, et qui, à mon avis, va faire encore débat pendant un petit moment, c'était l'implantation d'une déchetterie. Oui, implanter une déchetterie, c'est bien, mais dans quelle ville? Et là, forcément, les citoyens qui ont travaillé sur le sujet vont pouvoir accompagner ce projet-là, vont pouvoir justement parler de citoyen à citoyen et développer en fait tout un argumentaire qui sera peut-être plus facile à écouter pour des citoyens qui les entourent que si c'était un élu qui venait défendre cette idée-là. Pour prendre la suite, Mathieu, sur ces questions d'ambassadeurs, c'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, les 150, il y en avait aux toutes premières sessions, j'avais repéré quelqu'un qui était arrivé, qui regardait un match de rugby dans l'hémicycle. Et tout à la fin, il est devenu l'un des porte-parole des mesures. Enfin, il y a un changement qui s'est opéré. On est tous sortis complètement transformés de cette convention citoyenne et on est tous maintenant en train de défendre à notre manière ces mesures-là. Et donc ça fonctionne, non seulement ça produit un plan, mais ça produit aussi des personnes qui peuvent témoigner de ça, mais aussi il y a un des moments les plus forts qu'on a vécu, c'était après avoir rendu le rapport, après qui est un début de concertation avec le gouvernement, on nous a réunis avec le président et les ministres au CESE. Et en fait, on devait défendre une dernière fois nos mesures parce qu'on avait senti qu'il y avait eu un coup de mou entre-temps. Et en fait, la prof de lycée, l'agriculteur ou l'architecte est capable de vous défendre la rénovation thermique des logements de la même façon, en 9 mois. C'est quand même... voilà. Donc, d'aller chercher les citoyens, ça fonctionne. Et non seulement en plus ça fonctionne, mais ça aussi, ça nous redonne envie de discuter avec les autres. Parce que dans une société où on ne se parle plus beaucoup, où les agoras de ce type n'existent pratiquement peu, où on commence à le faire via des conventions, on a besoin de retrouver les chemins de la démocratie qu'on a un peu perdu avec le temps. Les taux d'abstention sont énormes. Moi, j'ai été élu à conseiller régional, il y avait 33% de participation dans ma région. Comment on se sent légitime derrière, après, quand on a envie de porter, quand on a une mission politique? Donc là, finalement, tu montres, au-delà de ça, ces exercices revitalisent quelque part notre démocratie qui serait malade. Je ne fais que répéter. Alors, Est Ensemble, parce qu'on dit Est Ensemble, je n'ai pas présenté Est Ensemble. Est Ensemble, c'est une communauté de communes qui regroupe 9 communes de Seine-Saint-Denis qui vont de Bobigny, Montreuil, Pantin, Romainville, Noisy-le-Sec, voilà, ce secteur-là, les Lilas, le Pré-Saint-Gervais. Donc, quand on a tiré au sort les 100 citoyens pour le climat, on a voulu respecter strictement les catégories INSEE. Donc, on a pris tant de jeunes, tant de diplômés, tant de non-diplômés, etc. Donc, on avait une population très mélangée, très populaire, et tout à fait exactement à l'image de la population de la Seine-Saint-Denis. Pourquoi je vous raconte ça? Parce qu'en fait, il ne faut pas croire que l'environnement, la protection de l'environnement, le climat, c'est des questions de bobos. Ce n'est pas vrai. Nous, on n'a pas fait 9 mois, on a fait 5 week-ends, donc 10 jours. Et au bout de 10 jours, tout le monde était convaincu, y compris les très jeunes qui étaient arrivés au départ avec leur smartphone et qui jouaient dessus pendant les séances parce qu'ils s'ennuyaient au départ. Et finalement, se sont pris au jeu, vraiment. Bon, on a abouti sur un plan, sur des recommandations qui sont très cohérentes, qui sont respectueuses de tout ce qu'ils ont appris. En fait, ils ont assimilé tout ce qu'ils ont appris, ils ont développé un plan. Ils ont même fait des arbitrages assez difficiles dont vous parliez tout à l'heure. Par exemple, en Seine-Saint-Denis, il y a un manque de logements criant, comme à Paris. Donc, ils ont demandé à ce que tout le monde ait accès à un logement, que chaque enfant ait une chambre, etc.
mais en même temps, ils voulaient des espaces verts, de la nature dans la ville, etc. Donc, ils ont quand même préfiguré une solution qui est la solution de il faut densifier en hauteur. Et si on était arrivé directement en disant ben voilà, on n'a pas de solution, il faut densifier en hauteur, jamais ça serait passé. Ils font des choix, ils sont face à des choix, ils les font très bien. Mais tout ça, ça a un coût. La convention, que ce soit locale ou nationale, ça a coûté très cher, ça coûte très cher. Et donc, moi, si je devais formuler un souhait, c'est que ce ne soit pas nécessairement des initiatives administratives locales ou politiques locales, que ce soit aussi des initiatives citoyennes. Pourquoi les citoyens ne se regroupent pas directement, eux aussi, sous un format volontaire, pour réfléchir à ces questions qui finalement nous concernent tous, quoi. C'est pas seulement à la puissance publique de dire on va vous tirer au sort, on va vous réunir, on va vous former, etc. On peut le faire ailleurs, on peut le faire dans des associations, on peut le faire dans des syndicats, on peut faire... Voilà. Et donc, moi, ça, c'est mon vœu. Du coup, ça rejoint ma question sur un peu le cadre, les prérequis. Mathieu, William, est-ce que vous pensez que ce serait possible à l'initiative des citoyens, dans des associations, dans des lieux publics un peu comme ça, ou est-ce qu'il y a besoin d'un certain cadre et aussi d'assurer un cadre pour faire ça? J'ai envie de dire, il y a des milliers d'associations, il y a des milliers de volontaires, et dans les concertations, pour être architecte et en avoir fait quelques-unes, c'est ceux qui ont le temps qui viennent. Et ce que vont chercher les tirages au sort, et le fait aussi de donner un cadre, ça va être de chercher justement tout le monde représentatif pour après essaimer. C'est-à-dire qu'en fait, moi je sais que et Mathieu aussi en a organisé des clims-apéros derrière où on avait jusqu'à 80 personnes pour parler de la Convention citoyenne derrière. Et donc ça, forcément, après, ces volontaires-là arrivent. Mais pour venir chercher les gens et pour arriver à produire un travail de qualité, on nous a donc défrayé. Moi, par exemple, j'ai dû poser des vendredis sans solde. On nous comblait tout ça, on nous prenait en charge nos déplacements. Je venais de Nantes, le logement, la nourriture. Et ce qui fait que sur 3 jours, un week-end par mois pendant 9 mois, on n'avait qu'à réfléchir à la mission. Et ça a libéré l'esprit. Et c'est ce qui a abouti aussi à des discussions de qualité. Mais pour aller venir chercher justement les gens qui viennent jamais aux concertations, qui viennent jamais pousser la porte des associations, parce que la fin du mois, elle reste quand même très pesante sur le mental. On a besoin de ces préalables-là. Et je pense, voilà, pour le tirage au sort, ça peut, dans l'immédiat, déclencher. Mais je pense qu'après, le mouvement populaire derrière, à partir du moment où il y a des espaces de discussion qui sont créés, justement dans la planification, je pense que dans un premier temps, il faut aller chercher les citoyens comme ça. Ça coûte un peu. Ça a coûté 5 millions, nous, la convention. Jérémy, et après Mathieu, si tu veux ajouter quelque chose, et après on passera... Je voulais juste nuancer un tout petit peu, parce que c'est vrai qu'il y a des collectifs citoyens, des associations qui font un travail extraordinaire, qui est plutôt orienté parfois sur des sujets thématiques, parfois sur des sujets propres au territoire, etc. Et je pense que c'est extrêmement important malgré tout. Et on sait, la planification, c'est aussi l'incarnation d'un portage et d'une volonté politique. Donc il faut à un moment donné savoir comment on l'implique. Est-ce que l'expression d'un collectif citoyen à destination du politique, ça marche? Certainement. Mais je pense que si dès le départ, on a finalement crédit donné par un portage politique, ça donne davantage de poids, je pense, et de consistance, ça c'est mon avis. Et puis, une planification, moi je trouve, j'ai 3 ingrédients. Il faut de l'animation, il faut de l'expertise. C'est hyper important, on a parlé beaucoup de formation, mais il faut de l'expertise. Il faut y intégrer de l'évaluation. Est-ce qu'on va dans la bonne direction? Parce qu'on peut avoir une intuition, on peut avoir une envie, mais est-ce que finalement le portage que l'on a véritablement un effet sur nos politiques publiques? Et donc il faut aussi avoir de la méthodologie. Et pour ça, il faut avoir un peu de cadre, du moins se tourner vers les personnes qui peuvent nourrir justement ces collectifs-là. Donc moi je trouve que c'est une très bonne idée, mais voilà, je mettrais juste ça en nuance, quoi. Mathieu, est-ce que tu veux ajouter des ingrédients pour donner un cadre à la concertation? Oui. Alors j'ai vu une expérience en particulier près de chez moi. Ça a été une convention organisée par une collectivité qui faisait appel aux bénévoles, aux volontaires, pardon. Et au final, ce sont des membres d'associations qui se sont mobilisés. Et chacun est arrivé avec son bâton de pèlerin, chacun est arrivé avec son sujet de prédilection. Et malheureusement, même entre eux, ils ont eu beaucoup de mal à faire consensus, puisque chacun estimait que son sujet était éventuellement prioritaire par rapport à celui de son voisin. Donc ça a été assez compliqué pour eux de réussir à s'organiser. Et au-delà de ça, il manquait quand même énormément
catégories sociales représentées finalement. Et donc finalement, c'est compliqué par la suite de faire adhérer les gens quand ils ne se sont pas sentis représentés. Et ensuite, moi, je pars de mon exemple, je rentre dans la catégorie des gens non diplômés. Et pendant la convention, ils ont eu pas mal de difficultés à embaucher, on va dire, des citoyens non diplômés. Ils se sont aperçus qu'à chaque fois qu'en fait, il y avait des appels sur ce type de projet, c'était une catégorie qui ne s'impliquait pas naturellement dans ce genre de process, partant du principe que finalement, ils n'avaient peut-être pas les compétences pour pouvoir agir correctement. Et très sincèrement, durant la convention, il y a eu tout un travail de fait par les équipes d'animation, et ça a été la même chose aussi à Est Ensemble, avec Mission Publique, Res Publica, des sociétés qui sont spécialisées dans la mise en place de la participation citoyenne et qui, avec certains outils, permettent justement à toutes les catégories, à toutes les personnes de s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et c'est très important parce que finalement, c'est une montée en compétences qui arrive au fur et à mesure. Donc là, moi, je vous parle des gens non diplômés, mais il y a la même chose avec les jeunes. Sur la convention nationale, ça allait de 16 à 84, 85 ans. Au tout départ, les jeunes mineurs sont arrivés avec une posture d'élève, en fait. Et très rapidement, avec les méthodes qui ont été mises en place, ils ont poussé les curseurs, ils ont pris du volume et ils ont été acteurs tout autant qu'un chef d'entreprise, qu'un chirurgien, qu'un pilote, qu'un formateur. Et donc, en fait, c'est important, je pense, qu'on puisse justement impliquer un maximum de personnes. Et pour le coup, moi, je serais plus pour que ce soit des collectivités qui puissent s'emparer du sujet via du tirage au sort. Par contre, il faut pouvoir accompagner ces collectivités et mettre en place certaines labellisations, en fait, un peu de la participation citoyenne avec ce principe de tirage au sort, avec le principe de représentativité du territoire et d'autres points, mais faire en sorte que justement les collectivités ne se sentent pas seules dans ces process-là, mais qu'elles puissent être accompagnées financièrement et éventuellement par des moyens humains ou logistiques pour qu'ils puissent développer leurs projets. D'accord, merci. Donc on a entendu plusieurs critères, donc l'accompagnement, le tirage au sort, la représentativité. Est-ce que Véronique, droit de réponse ou pas Non, j'entends qu'il y a un besoin de cadre, ça c'est vrai. Mais je pense que, par exemple, il y a une association qui s'appelle La Fresque du Climat et qui sensibilise les gens et qui, eux, ont réussi à poser un cadre. Donc je pense que c'est aussi possible dans d'autres espaces, même si j'entends qu'il faut un arbitre à la fin qui acte et qui fait un plan. Je vous propose, parce qu'après on va passer aux questions-réponses, je vous propose d'aller quand même sur le deuxième grand thème, enfin le deuxième type d'acteur qu'on voulait aborder ce soir, les territoires. Comment est-ce qu'on fait pour planifier en prenant en compte les spécificités des territoires? Donc là je parle plutôt des collectivités locales et des spécificités des territoires. Donc je me tourne plutôt vers vous deux, mais si Mathieu ou William, vous avez des points à aborder... Allez-y. La Convention citoyenne, c'est déjà une réponse. C'est-à-dire qu'on écoute déjà les habitants du territoire. C'est déjà un premier pas. Mais de toute façon, pour le coup, c'est assez réglementé. On doit faire un diagnostic territorial. Donc avant une planification, il faut connaître l'état des lieux. Donc on fait le bilan carbone du territoire. On connaît exactement les secteurs sur lesquels il y a le plus d'émissions. Chaque territoire est particulier. Et on a comme ça une photographie du territoire avant de démarrer. Et ensuite, ce qu'on va faire d'ailleurs après la convention, pour nous qui s'est terminée, là, on va aller vers les acteurs du territoire, donc les acteurs associatifs, les acteurs économiques, les maisons de quartier, les conseils de quartier aussi. Et on va, avec eux, réexaminer toutes les propositions qui sont issues de la convention, les compléter et les inscrire dans un plan. Donc nous, c'est moins épais. Mais l'exercice local, donc en l'occurrence la Convention citoyenne sur l'environnement et la biodiversité qui a permis de donner les orientations du plan climat, air, énergie, territoire,
oui, je comprends qu'elle est adaptée au territoire, heureusement. Mais là, je me projette, je me dis demain, donc on a une première ministre en charge de la planification écologique. Il y a même, du coup, 2 branches. Il y a la planification, la transition écologique et la transition énergétique. Donc il va y avoir, a priori, les arbitrages nationaux. Comment est-ce qu'on s'assure? Comment est-ce qu'on peut anticiper la déclinaison et l'adaptation de ces grands schémas, de ces grands plans nationaux aux réalités d'Est Ensemble, de Nantes et de Navarre? Alors, je ne vais pas faire de plan sur la comète, surtout sur des orientations gouvernementales. On est une agence neutre et indépendante, mais on est quand même rattaché au ministère de la tutelle. Bon, on peut pas, mais juste vous dire que sur les grandes orientations qui nous semblent importantes, qui vont être portées par les ministères, c'est effectivement la place qu'on donnera au territoire et faire corps entre des grandes orientations et la déclinaison locale. Est-ce qu'on va, par exemple, sur le plan qu'on va avoir sur la transition énergétique, est-ce qu'on va penser le développement, on ne va pas avoir une même stratégie sur l'éolien offshore lorsqu'on est du côté du Pays de la Loire que lorsqu'on est en Île-de-France. Par construction, on va avoir des enjeux de sobriété foncière qui vont être différents d'un territoire à l'autre. On va avoir des distinctions territoriales qu'il faut prendre en considération. Mais c'est comment maintenant on fait pour prendre en considération ces singularités et laisser la place au territoire de s'organiser pour pouvoir mettre en œuvre des stratégies. Et donc là, on revient... alors là, je vais plutôt faire un peu la promo de l'ADEME. C'est qu'est-ce qu'on met à disposition. Je vous parlais d'animation, d'expertise, d'évaluation et voir un petit peu de prospective. Je pense que sur la question de la prospective, ce qui est intéressant, c'est d'un diagnostic, je construis mon scénario de référence. Quels sont les grands leviers que je vais activer pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de chacun de secteurs dans une vision systémique. Une fois qu'on a bâti un peu cette vision prospective, comment on organise et comment on assure l'animation avec son tissu local. D'ailleurs, le tissu local, est-ce que c'est le tissu de l'EPCI, de l'établissement public coopération intercommunale, c'est-à-dire est-ce que c'est uniquement un périmètre administratif ou est-ce qu'il faut réfléchir différemment et réfléchir à des logiques de bassin de vie, à des logiques de bassin d'activité. Donc, je mets ça sur la table parce que pour moi, c'est un vrai sujet, cette question du périmètre. Une fois qu'on a mis en place cette animation, on apporte de l'expertise. Apporter de l'expertise, c'est former, acculturer, mais c'est aussi apporter de la méthode. La méthode, c'est OK, je veux réduire telle émission sur tel secteur, mais comment je fais? Comment je fais pour à la fois quantifier les impacts et surtout comment je fais pour évaluer l'impact réalisé. Et donc nous, à l'ADEME, notre rôle, c'est de mettre à disposition ces référentiels, ces méthodes pour mettre en œuvre derrière des politiques publiques. Et puis ce qui va être essentiel, ça va être la gouvernance qu'on installe derrière sur la mise en œuvre. Parce qu'on peut avoir fait fausse route, c'est pas grave. On peut se dire que c'était le plan, mais structurellement, le territoire a évolué, les enjeux sont encore plus urgents, etc. Et donc, on se doit d'avoir des boucles d'itération rétroactives qui nous permettent de réviser de manière assez régulière le plan. Le plan n'est pas figé dans le marbre. Donc, nous, on parle de plans quinquennaux, pour reprendre des termes du commissariat au plan, c'est pour les nostalgiques, mais ou bien on peut parler même de 3 à 4 ans pour réviser. Et quand on révise pas seul dans son bureau, on reconsulte, on ressollicite, et tout ça, c'est des questions de méthode. Et donc, nous, ce qu'on propose au territoire, c'est d'accompagner ces plans avec de la méthode. Et sur la coopération entre territoires, est-ce que vous accompagnez ça? Est-ce que c'est facile? Parce que pour en revenir au point que tu disais tout à l'heure, bon là, c'est beaucoup plus que l'échelle de l'EPCI, mais il y a des territoires où on peut mettre de l'éolien, d'autres de l'éolien en mer, d'autres des panneaux solaires. D'autres, il y a de l'agriculture, d'autres, il n'y en a pas. D'autres, il y a une grosse pression sur le foncier, d'autres non. Donc, tous les territoires n'ont pas les mêmes contraintes. Tous n'ont évidemment pas les mêmes ressources et donc pas les mêmes capacités à enclencher la transition écologique. Et donc, du coup, comment on facilite les coopérations entre territoires? Est-ce que vous avez aussi des clés là-dessus? Je pense que Véronique aura des choses à dire. Je voulais juste rajouter qu'on a, si on part de Defer et 84, les voies de décentralisation, on a quand même un chef de fila porté par la région pour porter les enjeux de transition écologique. Ils ont quand même un rôle pour fédérer, pour créer justement des passerelles et de réfléchir à l'échelon régional. Et déjà, si on arrive à mettre en place des réflexions à l'échelon régional, on peut avoir des choses extrêmement intéressantes. Si on prend la région Île-de-France, c'est un laboratoire exceptionnel pour combiner les forces du rural avec les forces du dense ou de l'ultra-dense et de travailler sur des stratégies communes. Et ça, je pense que la région a vraiment un rôle essentiel pour fédérer et pour organiser, mais les territoires doivent être des contributeurs de premier plan et ne pas être dans une déclinaison uniquement descendante, mais aussi être force de proposition sur de contenu, des orientations et proposer les atouts de son territoire pour d'autres territoires adjacents. Et c'est comme ça qu'on trouvera des coopérations intelligentes et intéressantes au-delà du périmètre de l'EPCI, le périmètre administratif qui, pour moi,
tue beaucoup de politique, en fait. C'est-à-dire qu'on, même si ça organise, ça peut vraiment rendre compliqué la planification. Véronique, William, Mathieu, est-ce que vous avez sur ce sujet Alors, un mot de la fin? Oui, peut-être rebondir sur ce qu'a dit Gilles. C'est effectivement, on contribue aux schémas régionaux. C'est-à-dire que non seulement notre plan climat, il est déclinaison du schéma régional d'aménagement et de développement durable, qui est le schéma environnement de la région, mais inversement, quand il y a révision du SRADET, du schéma régional d'aménagement durable et, je ne sais plus, et équilibre des territoires, merci. Quand il y a sa révision, nous, on est parmi les acteurs qui sommes consultés. Comme à l'échelle du territoire, quand on révise un plan climat, on consulte les acteurs locaux. Donc il y a quand même une remontée, il y a quand même une certaine cohérence. Ceci dit, il y a plein de questions sur lesquelles il faudrait vraiment améliorer la coopération entre territoires. Au-delà même de l'agriculture, on y pense tous, hein, l'agriculture urbaine, c'est forcément pas ce qui va nourrir tous les Parisiens demain, donc il va falloir trouver d'autres solutions. Mais au-delà de ça, même sur l'énergie, quand on parle aujourd'hui de faire du méthane ou du gaz bio à partir des déchets organiques, eh ben, ça va être difficile de le faire aussi ici, au cœur de Paris. Donc, il va falloir trouver des partenariats avec des endroits où, où on peut installer ce type de transformation. Bon, voilà, tout ça, c'est aujourd'hui pas encore suffisamment développé pour vraiment être pertinent et avoir une efficacité. Voilà, on a un sujet. Un des enseignements, on va dire, là, quand on est sorti de cette convention citoyenne, c'était pour agir pour le climat, il faut se recentrer sur un territoire de vie proche. Et ce territoire de vie proche, dans lequel on peut avoir ses activités, travailler, construire avec des matériaux locaux, se nourrir du territoire, avoir des prétentions beaucoup moins importantes que d'aller pour 20 € à Barcelone. On peut aussi très bien s'éclater. Moi, j'habite au Pays de la Loire, d'aller dans la région voisine, en Bretagne, pour aussi avoir donc d'arriver à se réapproprier en tant que citoyen son territoire et aussi de donner l'État doit à un moment décentraliser un petit peu cette tâche-là et permettre aux spécificités des territoires de se développer. Cette question de territoire de vie proche, c'était, par exemple, une des mesures de la Convention citoyenne, c'était de diviser par deux la bétonisation des terres d'un rythme d'avant à après. Et cet élément-là, pour se garder de la terre à nourrir, pour se garder du végétaux qui stocke le carbone. Ce qui était assez marrant personnellement, c'est d'avoir travaillé sur cette mesure en tant que membre de la Convention citoyenne, d'avoir rendu le rapport, d'avoir été élu et d'avoir retrouvé après ça, puisque c'était un échelon régional aussi que ça devait se faire. Et en fait, cette planification, elle a nécessairement besoin de s'essaimer un peu sur le territoire. Une chose qu'on a besoin aussi de comprendre, c'est que c'est la question de la tâche qu'on a en face de nous. C'est-à-dire que si on se dit on va faire la chose de façon mondiale, ça nous dépasse en tant que citoyen, en tant qu'être humain. Par contre, plus on se rapproche en fait, du citoyen en termes d'échelle, plus on a pas l'impression, mais on peut agir directement sur son... On a prise là-dessus. Oui, exactement. Est-ce que Mathieu, tu veux dire un mot de la fin sur ce qu'on s'est dit, si tu as entendu? Difficilement, pour William, j'ai eu du mal à l'entendre, bizarrement, parce qu'il a quand même une voix qui porte. Non, mais après, oui, la cohérence entre les territoires, oui, c'est sûr qu'il y a d'énormes enjeux. Oui, les zones périurbaines vont avoir besoin, pour développer certains projets, d'endroits un petit peu plus éloignés. Alors, justement, ça faisait partie un petit peu des blagues qui étaient faites par des citoyens d'Est Ensemble quand il était question de la déchetterie, à dire, nous, effectivement, ça va être peut-être un peu compliqué, mais à côté de chez nous, il y a un super département qui a de la place, et la Seine-et-Marne, on peut peut-être voir avec eux s'ils peuvent récupérer notre déchetterie. Et en tant que Seine-et-Marnais, je me dis, bon, quand même, mais en même temps, c'est pas complètement faux, mais c'est vrai qu'après, il faut réussir à trouver un équilibre entre ce que peut apporter la Seine-et-Marne au territoire d'Est Ensemble et inversement, ce que le territoire d'Est Ensemble peut apporter au territoire de Seine-et-Marne. Mais il y a aussi sur les enjeux de mobilité, notamment de mobilité douce, il y a plein d'endroits où certaines villes ont développé un réseau de pistes cyclables assez impressionnant, mais d'un coup d'un seul, ils s'arrêtent net et on peut se retrouver sur un axe routier ultra dangereux. Et donc même là, au niveau de la cohérence de ces liaisons-là, il y a des choses qui sont évidemment à connecter entre les villes, les territoires et effectivement, c'est assez important. Mais
pour en revenir, par exemple, là, la multiplication qu'il y a eu des conventions citoyennes, ça pourrait être intéressant, par exemple, d'avoir une espèce de guichet unique qui permette aux collectivités de s'inspirer des expériences déjà faites, ou en collectant les informations et en expliquant un petit peu, tiens, j'ai une ville de 10 000 habitants avec un budget de temps, telle topographie, qu'est-ce qu'il y a eu comme initiatives qui ont été intéressantes et aussi pouvoir s'inspirer les uns des autres de cette manière-là. Ça permettrait peut-être aussi d'avoir une cohérence sur le territoire un peu plus globale et d'avoir justement du coup des financements qui pourraient se dégager peut-être plus simplement. Merci beaucoup. Donc, nécessité de coopérer, de collaborer entre territoires et de partager ces expériences. Est-ce que vous avez des questions ? Je vous propose d'en prendre 3 d'affilée, comme ça on planifiera un petit peu les réponses. Oui, bonsoir. Je suis Bertrand Séné, je suis économiste, écologiste. J'avais pensé en fait que c'est assez difficile de mobiliser l'ensemble de la population et que parmi les motivations, les systèmes de motivation qui existent, il y a le jeu. Par exemple, on voit dans le passé qu'un des jeux qui a le mieux marché dans le monde entier, c'est Interville. Et quand vous mettez en compétition 2 villes et qu'il y a des jeux autour, en fait, ça marche très très bien. Et donc je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un grand jeu à l'échelle de tout le pays, dans lequel en fait les villes seraient en émulation, on va dire, plutôt que compétition, pour arriver à faire le meilleur score de réduction des émissions de CO2. Et on pourrait faire ça à l'échelle des quartiers, etc. Est-ce que ça a déjà été pensé ? Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont déjà imaginé ? Merci. Bonsoir, donc, je suis Camille Giacomini, je suis avocate en droit du travail, donc vous voyez certainement où je veux en venir. Du coup, vous avez parlé de citoyens, de territoires, mais quand je pense à la planification écologique et à la démocratie, il y a un autre sujet qui me vient en tête, c'est le dialogue social. Aujourd'hui, les entreprises, il y a quand même un gros travail à faire par rapport à ce qu'elles font, puisque finalement, elles ont très peu de mesures coercitives, même si la loi climat a instauré un peu quelques obligations au niveau du dialogue social. Et du coup, ma question serait de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour intégrer dans la planification les entreprises, les acteurs du dialogue social, que ce soit les syndicats ou les branches professionnelles notamment, qui pourraient avoir aussi un peu une vision un peu plus transversale pour intégrer un peu plus de métiers. Bonsoir, moi je suis designer et chercheuse, donc j'aurais une question un peu recherche. Est-ce que sur les 4 scénarios que vous avez développés, est-ce que vous avez déjà pressenti des préférences par rapport, je sais pas, mondial, genre l'Amérique du Nord va plutôt aller vers là. Est-ce qu'il y a déjà des directions qui existent par zone mondiale ou par type de politique ? Bonsoir. J'avais une question notamment sur la question d'échelle qui est assez centrale dans tout le débat. On voit que la personne de référence dans les débats on se sent le plus à l'aise de parler à l'échelle des citoyens, c'est le maire, donc c'est la ville. Et on se rend compte qu'avec les intercommunalités, les communautés de communes, la ville a de moins en moins de pouvoir et de moins en moins de place pour s'affirmer. Est-ce que de revenir à cette échelle-là ne serait pas une solution ? Et notamment dans l'enjeu avec les entreprises, c'était de base la question. Les entreprises qui s'implantent sur le territoire, est-ce que dans le cas de l'ADEME, est-ce qu'il y aurait des propositions à leur faire directement plutôt que les enjeux de planification et tout ça directement vers les entreprises qui s'implantent dans un territoire plutôt que d'aller vers le citoyen où les enjeux de prévention sont déjà mis en place. Merci. Alors, si je récapitule, il y a le jeu pour faire une sorte d'interville de la transition écologique entre territoires. Comment on associe les entreprises, les syndicats dans la planification ? Par rapport au scénario de transition 2050 de l'ADEME, est-ce qu'il y a un petit peu des directions qui s'esquissent entre les différents pays dans le monde ? Et est-ce qu'on ne pourrait pas revenir à l'échelle locale tout simplement pour enclencher cette transition écologique ? À vous. Moi, je peux parler sur le côté ludique. Enfin, moi, je pense que c'est important d'effectivement de prendre du plaisir à se retrouver et à échanger. Bon, pour le côté compétition, c'est ce qui est... Bon, Interville, ça reste un bon souvenir. Moi, je me rappelle de ça quand j'étais gamin, que je voyais avec la vachette et compagnie. Mais la compétition entre villes
malheureusement, dans l'état actuel des choses, c'est la production, c'est la plus grande tour, c'est le meilleur centre aquatique, etc. Je pense sur des questions de compétitivité, si on revient sur des questions ludiques, on peut peut-être organiser les choses beaucoup plus dans un esprit proche, c'est-à-dire que ce qu'on peut faire pour déjà commencer par entre quartiers, pourquoi pas, ou des choses comme ça. Parce que je pense que vraiment, cette approche ascendante, de mon expérience, j'ai beaucoup plus prise à ça. On a l'impression de beaucoup plus changer les choses en changeant les choses un peu du bas que du haut vers le bas. Enfin, je vous vois opiner de la tête, mais en final, on a transmis ces mesures en tant que citoyen directement au chef de l'État, qui devait les faire baisser au Parlement. Ils ne sont pas arrivés de la façon dont on leur a donné. Donc, parce qu'il y a des intérêts économiques derrière, parce qu'il faut entendre deux choses. Mais je pense qu'on a beaucoup plus de plaisir à retrouver ce côté, à se remettre autour de la table ensemble. Mais après, il faut que tout le monde soit là. Moi, je vais répondre peut-être sur les syndicats. Effectivement, ce sont des acteurs absolument indispensables. Mais aujourd'hui, ce n'est pas les sujets qui sont prioritairement défendus par les syndicats en entreprise. C'est-à-dire qu'apparaît assez rarement, sauf dans les ICPE où il y a les installations classées pour la protection de l'environnement du type usine de traitement des déchets, station-service et encore, où il y a effectivement une problématique environnementale qui est prise en compte par les partenaires sociaux. Dans les autres entreprises, ce n'est pas les sujets majeurs, mais vous avez raison, je pense qu'il faut qu'on les associe, il faut qu'on trouve le moyen de les mobiliser en dehors des entreprises, peut-être à une autre échelle, à une échelle communale ou régionale, enfin bon, à une autre échelle que leur propre entreprise particulièrement. Du coup, ça m'amène à la question échelle. En fait, les compétences qui ont été transférées aux EPCI ou aux EPT, aux communautés de communes, sont des compétences qui permettent d'avoir un gain et écologique et traitement sur celles qui ont été transférées, notamment sur les déchets. Et on peut avoir plus de solutions de traitement de déchets quand on est à une échelle plus grande que quand on est une toute petite commune. L'aménagement, aujourd'hui, on voit que la densification qui s'opère dans une commune sans tenir compte de la densification qui s'opère à côté, finalement fait des quartiers tellement denses qu'ils en sont, au bout d'un moment, dégradés, déconsidérés, etc. Donc, sur l'aménagement, sur ces compétences-là, il y en a d'autres, bien sûr, il y a de l'assainissement aussi, principalement, mais sur ces compétences-là, le fait d'avoir une échelle plus grande, finalement, permet d'être plus attentif aux difficultés qui peuvent apparaître et de trouver des meilleures solutions. Et par ailleurs, les villes ont gardé des compétences qui sont essentielles dans la transition énergétique. Elles ont gardé tout l'espace public. La transformation de l'espace public, c'est les villes. Donc les rues, les parcs, etc., c'est les villes. Voilà, donc elles ne sont pas démunies, juste les compétences sont réparties sur des échelles qui sont jugées pertinentes. Mais après, ça peut se rediscuter, effectivement. Alors, je vais essayer de répondre aux 4 questions vraiment rapidement. Alors, sur Top Lavachette, Interville, non, mais on a fait pas mal d'études au sein de l'ADEME sur des sciences comportementales, sur qu'est-ce qui est facteur de changement de comportement. Donc, on a effectivement regardé tout ce qui était propre à la gamification, je prends ce mot un peu... mais effectivement, beaucoup d'entreprises aujourd'hui installent ça dans leur politique RSE. Des collectivités mettent ça aussi en place pour mobiliser leurs citoyens. Des associations l'utilisent aussi pour fédérer. Alors, ça peut être un interview ou ça peut être autre chose. Il y a beaucoup de nudge, beaucoup de choses autour des sciences comportementales pour changer les comportements qui sont extrêmement intéressantes et qu'il faut investir et investiguer. Donc, pourquoi pas un interview tout comme autre chose. Donc, c'est une bonne idée. Sur la question des entreprises et du rôle des syndicats, je voulais juste citer des éléments qui sont tout récents de la loi d'orientation de mobilité. On voit en particulier dans les négociations annuelles obligatoires où employeurs et syndicats discutent justement de beaucoup de choses, de la qualité de vie au travail, mais pas que. La mobilité, dorénavant, fait partie de ces sujets. On permet le dialogue entre employeurs et syndicats pour bâtir des plans, des orientations stratégiques en faveur des salariés pour intégrer plus de mobilité durable, plus de qualité de vie au travail, plus de télétravail, enfin tous ces éléments-là. Donc on a aujourd'hui quand même des espaces de dialogue, mais je le dis, je ne sais pas si je devrais le dire, mais je le dis quand même, il y a un déséquilibre entre incitation et contrainte. C'est qu'on a beaucoup de facteurs, d'éléments donnés à l'entreprise sous forme d'incitation, mais on a peu de contrepartie sur la contrainte. Donc finalement, l'incitation n'arrive pas
Parce que si je n'ai pas la contrainte en contrepartie, qu'est-ce qui me pousse à inciter? Donc c'est ça qu'il faut essayer peut-être de re-questionner, c'est cet équilibre savant entre l'incitation et la contrainte pour que l'action soit véritablement prise et qu'on ait transformation. Moi, c'est mon avis. Et puis sur les scénarios, alors on n'a pas fait d'études internationales, les scénarios sont sortis en novembre 2021, donc c'est tout frais. Et puis sur les orientations, est-ce qu'on a une Europe quand même qui reste assez portée sur des stratégies plutôt technologiques? Lorsqu'on voit les différents paquets Fit for 55 qui est sorti il y a peu, bâtit quand même des orientations stratégiques autour de grands champs énergétiques, écologiques portés par la techno. Donc on peut se dire que finalement l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui laisse plus de place au développement de l'offre dans une logique plutôt libérale et pousse le développement technologique à l'échelon européen. Après, ce qui se passe sur les autres continents, on peut imaginer que sur le continent nord-américain, on a aussi cette tendance qui se dessine. Ce continent sud-américain, je le connais un peu moins, mais c'est une très bonne piste d'étude qu'on pourrait mener, mais pour l'instant, on a pris parti, en tout cas au niveau de l'ADEME, de ne pas donner de préférence. Nous, c'est la société qui doit se prononcer. C'est-à-dire, on n'a pas à dire tel scénario est mieux ou pas, ou est-ce qu'on veut vraiment que le débat s'ouvre et se discute autour de ces voies possibles pour atteindre la neutralité carbone. On peut avoir des choix personnels, mais on ne les exprime pas. Et puis, sur la dernière question sur l'échelle, je ne peux que rejoindre ce qu'a dit Véronique. Les effets d'échelle apportent aussi beaucoup de bénéfices. Et puis, je crois que ça a été cité tout à l'heure, les continuités cyclables. C'est un exemple extrêmement intéressant. Si on discute à l'échelle d'une ville, comment on fait pour s'assurer qu'on ait des continuités cyclables pertinentes à l'échelle d'un EPT, enfin d'un EPCI, de communauté de communes, voire à l'échelle de bassin de vie. Donc il faut travailler la coopération. Et c'est essentiel de sortir de la ville. Donc il y a les intercos. Il faut aller même au-delà des intercos. Il faut parler, je pense, plus en termes de bassin pour qu'on réfléchisse vie des gens. Pas organisation administrative, il faut penser vie des gens. Ils vivent où? Ils bossent où ils vont manger? C'est quoi leur activité? Et ensuite, on s'organise. Sinon, on passe à côté de quelque chose. Et donc, il y a forcément de la coopération. La ville n'est qu'un maillon, mais on ne peut pas se limiter qu'au périmètre de la ville. Bon, on va prendre d'autres questions. Bonjour, je m'appelle Claudia. Donc, on a beaucoup parlé des initiatives locales, des mesures qu'on peut prendre à l'échelle locale. Et moi, c'est une question liée au scénario que vous avez exposé aussi. En fait, donc, on s'est dit que 25% de changements, on pourrait les faire au niveau individuel. Et le reste viendrait de l'État et des entreprises. Si on essaye de faire un ratio entre ce qu'on pourrait changer à l'échelle locale versus ce qu'on devrait coopérer au niveau européen, par exemple, déjà, est-ce qu'on a des chiffres sur ça? Est-ce que c'est possible de les calculer? Et deux, est-ce qu'il y a aujourd'hui des initiatives qui se mènent justement pour trouver plus de coopération avec d'autres pays, par exemple en Europe, toujours dans cette dynamique locale, bien sûr, mais en fait, moi je vois, et c'est un lien avec vos scénarios, est-ce que vraiment on peut se dire on part complètement hors la mondialisation? En fait, la mondialisation est déjà là, donc est-ce qu'on peut vraiment prendre un scénario qui exclut la globalisation? Oui, Raphaël Pouillet, je suis directeur France d'une ONG qui s'appelle Democratic Society. On travaille sur des questions de mobilisation citoyenne autour du climat. Donc j'avais deux toutes petites remarques et une question, je vais aller très vite. Petite remarque sur le rôle des maires dans la transition écologique. Il y a un livre fantastique qui s'appelle La route en commune de Ulysse Blau, où il s'est promené dans le Calvados, il a parlé avec des maires. Et justement, il y a quelque chose d'intéressant sur la rétraction des pouvoirs des maires et en même temps la possibilité de faire des choses en tant que porteur d'exemple en réalité souvent, et notamment sur l'espace public. Sur l'Union européenne, le côté techno-solution, en tout cas le côté technologie verte, il y a aussi tout le côté mission européenne pour la neutralité carbone, Net Zero Cities, où ils ont une approche plus expérimentale, peut-être un petit peu moins techno et assez centrée sur les expérimentations citoyennes. C'est un truc auquel on participe, donc les villes sont sorties récemment. Hein. Donc voilà, peut-être un peu pour les défendre un peu, parce qu'il y a des bonnes choses aussi. Une question à Jérémy de l'ADEME, excusez-moi, juste la question, c'était, on parle beaucoup de la mobilisation citoyenne, notamment du tirage au sort, etc., sur le modèle convention, pour aller rechercher les priorités, notamment sur le modèle des priorités, comme à Est Ensemble, les priorités de ce qui pourrait être fait pour donner cette voix aux citoyens. Sur la notion de l'évaluation
des coûts partis, des actions, une fois cette priorisation faite, les budgétisations faites, etc. Comment garder les citoyens impliqués dans le suivi? Et je crois que c'est une question qui est un peu nouvelle, sur laquelle il y a des expérimentations en cours, et j'aurais été intéressé d'avoir votre point de vue là-dessus. Merci. Bonsoir. Du coup, vous avez parlé de beaucoup de choses, et en fait, je trouve que vous n'avez pas beaucoup parlé de politique. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Du coup, par exemple, vous parlez de plans quinquennaux. C'est vrai que c'est la durée habituelle normalement et ça correspond à la période démocratique qu'on a maintenant au niveau des présidentielles. Pour moi, 5 ans, c'est court en fait, au niveau du changement climatique. Du coup, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on allonge les mandats des présidents? Est-ce qu'on donne moins de pouvoir aux présidents? Et est-ce qu'on donne des pouvoirs à d'autres structures qui permettraient de prolonger ces choses-là? Parce que moi, ce qui m'embêterait, par exemple, c'est qu'on élise un président qui soit très écolo et que celui d'après, en fait, il s'en fiche et qu'il détruise tout. Voilà. Ensuite, vous parlez du contrat social. Le contrat social, c'est à l'échelle nationale. C'est une nation. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on fasse à l'échelle nationale? Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on fasse à l'échelle locale? Parce qu'on a beaucoup parlé de territoire. Est-ce que du coup, il faut décentraliser encore plus? Parce que les décentralisations, c'est les régions. Et pour le coup, si on fait une convention citoyenne à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, qui est la plus grosse région, avec 150 personnes, ça ne va pas beaucoup essaimer. Du coup, je me demande vraiment quelle est l'échelle pertinente. Comment est-ce qu'on peut impliquer les gens et repenser les choses d'une meilleure manière? Parce que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup d'ingénierie. C'est justement ce qu'on disait, que pour l'instant, le changement climatique, c'est surtout discuté par des gens qui ont des expertises très techniques. Mais par contre, le côté sciences humaines et réfléchir à quelle vie on veut avoir en fait, pendant les 10 prochaines années, c'est réservé à certaines personnes qui sont soit tirées au sort, soit qui bénéficient de l'intérêt, par exemple, d'Est Ensemble, qui décide d'appliquer ce genre de choses. Est-ce que d'ailleurs vous avez réussi à ce que votre convention citoyenne elle soit contraignante, par exemple? Parce que vous parlez de ce que vous avez écrit tous ensemble, mais au niveau national, par exemple, la convention citoyenne n'a pas réussi à devenir contraignante. Voilà. Bon, on va toutes les prendre et ce sera les dernières. Ok, merci. Moi, c'est pas vraiment une question, c'est plus une réponse à la question de tout à l'heure sur l'Interville. Pierre Mussol, je travaille à la ville de Paris et je voulais dire que l'Interville a été lancé il y a 2-3 jours, il y a une semaine par Energy Cities et la ville de Paris va y participer. C'est pour réduire nos consommations d'énergie dans des temps records puisqu'on a une facture qui est en train d'exploser. Donc les villes se donnent 4 mois pour mobiliser collectivement leur territoire pour réduire les consommations d'énergie. Je vois qu'il y a Paris, il y a Lyon, il pourrait y avoir toutes les villes d'Île-de-France et d'autres régions et d'autres villes partout, à voir si ça permet d'accélérer. Mais en tout cas, ça va donner lieu à Paris à des campagnes de communication assez fortes pour rappeler tout ce qui peut être fait pour réduire nos consommations d'énergie. Affaire à suivre, du coup. Oui, bonsoir. On a beaucoup parlé de la Convention citoyenne qui n'a effectivement pas été tellement appliquée dans les mesures. Nous, on est un collectif de villes en transition. Donc, on a très envie de s'impliquer. On fait partie justement des citoyens qui veulent s'impliquer. Sauf que quand on voit, quand on décide des mesures qu'elles ne sont pas appliquées, ça nous démobilise. Ça, c'est plutôt une constatation. Est-ce qu'on pourrait, par l'ADEME ou par d'autres organismes, aider justement ces collectifs citoyens en mettant en place un peu plus d'informations, pas recettes miracles en fonction des villes, mais quand on travaille sur les déchets, sur la collecte du verre, sur la relocalisation des maraîchers sur les territoires et tout ça, on se retrouve avec énormément d'informations très très dispersées. On galère, on va voir le pacte pour la transition, on va voir l'ADEME pour ceci, et on aimerait beaucoup être aidé justement par en haut, peut-être plus, pour au niveau local aider notre municipalité, nos territoires vers la transition. Et puis enfin, une dernière réflexion. On parle beaucoup de transition écologique par rapport au bilan carbone. Moi, j'ai l'impression qu'on oublie quand même énormément la biodiversité, les insectes pollinisateurs, les animaux, les forêts, la végétation et tout ça. On parle, et elles ont un rôle très très important à jouer si on veut continuer à manger demain, parce que les insectes pollinisateurs sont en train de disparaître. Donc cet impact climat, cette montée des températures, elle a un impact extrêmement fort.
Et j'ai l'impression que c'est le parent pauvre, les parents oubliés de la transition écologique. Merci. Monsieur. Oui. Et c'est tout. Ok, merci. L'architecte, il a parlé des matériaux locaux et le directeur de l'ADEME a parlé des technologies. Est-ce que vous pouvez accompagner soit les villes porteurs de projets dans le domaine de bois biosourcés, dont les constructions incendiarisées, type technologie Jean Prouvé? Merci. C'est bon. Je crois que c'est bon. Alors, je vais essayer de récapituler. Il y avait une question sur est-ce qu'il existe un ratio local-global en termes de pouvoir d'action, pouvoir d'agir. La question des coopérations interterritoriales en Europe. Question sur l'implication des citoyens dans le suivi des mesures portées par une convention. Voilà. Question sur la décentralisation, la continuité de la planification au-delà de 5 ans, donc le mandat de notre exécutif national, et le caractère contraignant de ce qui ressort des exercices de planification ou des conventions. Le besoin de partager les bonnes expériences entre territoires en termes de transition écologique, et aussi le point d'attention sur focus carbone versus biodiversité. Et puis après, c'était, je crois, des retours d'expérience sur des coopérations locales entre matériaux et construction. Je veux bien prendre la parole sur la question de la politique, parce que je l'ai vécu de plein fouet, et je ne demandais que ça d'en parler. Non, mais en vrai, c'est effectivement un gros problème sur lequel on se heurte, les engagements politiques sur le long terme. Cette crise climatique, cette crise écologique, on le sait, elle est très longue, et je peux vous donner l'expérience, pour reprendre cette mesure de tout à l'heure sur la rénovation thermique des logements, où nous, citoyens, on avait identifié qu'il fallait en faire 500 000 par an, ce qui nous amenait à 2040, et après on était bon. Et en fait, le gouvernement n'a pas pu poser ce jalon à cet endroit-là. Il nous a dit qu'il interdirait la location de passoires thermiques, donc les plus énergivores, à partir de 2028. Et il nous a lâché avec ça. C'est-à-dire que la mesure qu'on avait demandée était beaucoup plus contraignante et allait dans le temps. Ce qu'on nous a donné, c'est la première étape. C'est-à-dire qu'en fait, et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'en fait, l'engagement, les mesures, je ne sais plus avec qui j'en parlais, elle est partie tout à l'heure, mais les mesures, cyniquement, elles sont toutes dans la loi climat, mais elles sont à des degrés qui n'atteignent pas le mandat qui a été donné à la Convention citoyenne dès le départ. Il est tout à fait possible de réintervenir sur la loi, c'est des textes qui sont écrits, et malheureusement, comme vous l'avez dit, un exécutif qui serait bienveillant envers l'écologie viendrait être remplacé par un exécutif qui serait malveillant envers l'écologie, il faudrait tout reprendre. Mais disons qu'il y a la possibilité de remonter ces curseurs. Par exemple, on avait instauré un malus à l'achat d'un véhicule lourd à partir de 1400 kg. Donc ça représente 33% du marché en France. Et l'exécutif a gardé la mesure, mais a changé le critère, elle l'a placé à 1800 kg, ce qui représentait plus que 3% des ventes des véhicules, ce qui rendait la mesure inefficace. Donc, ce qui fait qu'en fait, l'engagement, là, il est nécessaire dans la loi de se retrouver à se dire, cette crise climatique, elle est sur le long terme, on s'engage maintenant. Et ça, je pense qu'il y a des choses qui commencent à émerger. Mais si on le prend de manière mondiale, on va avoir des soucis. Je vais juste rebondir tout de suite sur ce que vient de dire William pour parler du sujet, c'est la planification. Une planification, comme je le disais tout à l'heure, bâtit un scénario de référence qui ensuite fait émerger une loi de programmation. Une loi de programmation, c'est une loi qui est portée par un gouvernement, qui est adoptée par 2 chambres parlementaires et qui ensuite fixe des orientations dans la durée. Et tous les 5 ans, donc je reviens sur cette logique de quinquennat, on révise le scénario de référence. Qu'est-ce qui a changé ? On reconstitue une loi de programmation, 2 chambres parlementaires sont consultées et on rebâtit les 5 ans d'après. Donc moi, je suis d'accord sur la fragilité ou la crainte qu'on peut avoir d'un changement de gouvernement, mais nous avons un appareil démocratique qui nous permet quand même d'installer sur un temps assez long une vision long terme. Et c'est pour ça que la planification, pour moi, une fois qu'on a une loi de programmation qui fixe des objectifs à horizon de 2050, qui dit le chemin à suivre sur les 5 prochaines années, de manière budgétaire, on a un budget carbone qui est plutôt ciblé, et donc un projet de loi de finances qui est indexé sur cette question du budget de carbone et des actions qui sont adoptées par 2 chambres parlementaires. En principe, les 5 prochaines années sont, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, je ne veux pas de dire c'est bien ou pas ce qui se fait aujourd'hui, c'est
planifier, c'est organiser, c'est structurer. Et on peut, comme ça, tous les 5 ans, essayer de sortir un peu de cette instabilité politique et de partir sur un temps long grâce à la planification. Donc moi, je pense que c'est quand même un instrument extrêmement utile pour ça. Et puis, vous avez évoqué également la question de l'échelle. Est-ce qu'il faut davantage décentraliser? On a déjà beaucoup décentralisé. Les stratégies les plus importantes se font à l'échelon territorial. On n'a pas évoqué le SCOT, on a parlé un petit peu du PLU, on n'a pas parlé des plans de déplacement urbain. La planification et l'exercice du territoire. Donc on a déjà une décentralisation forte. Quid des moyens? Là, c'est un sujet où je pense qu'il faut davantage doter les territoires pour qu'ils mettent en œuvre ces politiques. Mais on a déjà finalement, je pense, cette décentralisation qui s'opère et qui permet en tout cas aux territoires d'être un peu maîtres de leur destin, modulo les moyens qui sont peu suffisants. Alors, non mais on va peut-être rester sur la question politique et après on répondra. Non, il faut faire grouper là les réponses. Bon, on va vérifier ça parce qu'il y avait beaucoup de questions, c'était hyper intéressant. Donc sur le volet européen, on a bien sûr beaucoup d'initiatives et quand je dis l'Europe pousse des solutions technologiques, c'est pas mal. C'est pas mal. Enfin, moi, je reste intimement convaincu. D'ailleurs, dans tous les scénarios qu'on propose, la technologie sera aussi un moyen pour parvenir à la neutralité carbone. Au moins, même sur le scénario numéro 2, on utilise, je crois, une partie des puits carbone technologiques pour compenser, même dans un scénario où on met l'accent sur nos modes de vie. Donc on a besoin de la techno. Donc c'est bien que l'Europe fixe des ambitions d'orientation. Par contre, vous avez entièrement raison de dire qu'il y a des stratégies européennes, il y a des ONG qui font des travaux remarquables pour bâtir des orientations, des collectifs de villes qui font des choses. Je ne suis pas expert européen, donc vous savez certainement mieux que moi, mais mon propos ne voulait pas mettre de côté ces acteurs. Vous avez évoqué, il y avait des questions spécifiquement ADEME. Est-ce qu'on peut aider? Alors sur la question des suivis, on a bien sûr, ça c'est plutôt à la main du territoire, de mettre en œuvre ces comités de suivi et ces actions pour pouvoir mettre en œuvre leur politique. Pour ce qu'on a d'accompagnement de collectivités, on a de manière quasiment systématique une consultation qui est menée. Au niveau national, il y a des consultations publiques, c'est pas la panacée, mais on a ces consultations-là. Mais Véronique en parlera certainement bien mieux que moi. On accompagne des collectifs citoyens, donc on a des appels à projets, on a des logiques plutôt gré à gré. On accompagne là par exemple un collectif Vélo Île-de-France pour mettre en œuvre des actions favorables au mode actif. On accompagne des collectifs citoyens sur des sujets plutôt d'information, de pédagogie. J'ai des Jeunesse Midi avec Pic Environnement qui est une structure qui fait du changement de comportement propre à l'économie circulaire. Voilà, donc on a plein d'actions de ce type. Donc notre porte est ouverte et on espère pouvoir vous proposer des dispositifs, tout comme le sujet de la construction bas carbone. On a aujourd'hui des appels à projets qui sont en cours, qui visent à soutenir justement les matériaux biosourcés. Donc l'appel à projet est ouvert, n'hésitez pas à candidater. On soutient bien sûr ce type d'initiative au niveau local. Et j'ai oublié plein de questions, mais c'était un peu chaud. Véronique, Mathieu, et on fait aussi court que possible pour libérer les équipes. Avec toutes les questions, c'est compliqué. Au niveau politique, donc je vais répondre au niveau politique, effectivement, les plans sont faits pour durer. Ils sont révisés, ils sont adoptés une bonne fois pour toutes. En fait, c'est une erreur de dire qu'on change de plan. On ne change pas de plan, on a un plan, on le révise. On le révise d'ailleurs de façon minimale chaque année avec un bilan des émissions de gaz à effet de serre des actions menées pour le réorienter si besoin. Et tous les 5 ans, on a une révision un peu plus importante avec les diagnostics, la concertation, etc. Mais ça dure. Ceci dit, on n'est pas à l'abri dans une démocratie d'un changement démocratique. Ça, c'est vrai. Voilà. Sur technologie, transformation sociale, vous avez raison. Moi, je suis moins enthousiaste sur la technologie que mon voisin, Jérémy. D'ailleurs, il y avait dès le rapport du Club de Rome en 1972, il y avait une alerte dans ce rapport, qui avait été le rapport Meadows, qui disait bien qu'il y avait un miroir aux alouettes technologiques qui risquait d'aggraver les choses plutôt que de les améliorer. Donc je pense que technologie, oui, mais à dose responsable, on va dire responsable. Sur les contraintes, ça me paraît aussi important parce qu'il y en a plusieurs qui en ont parlé. La difficulté est typiquement, par exemple, sur la rénovation énergétique. Nous, on a beaucoup de copropriétés dégradées avec des propriétaires très pauvres. Donc, comment on fait? C'est-à-dire qu'ils n'arrivent déjà pas à remettre en état juste pour vivre, pour avoir l'eau, l'électricité, pour être correctement logés.
Donc il y a une question du coût, du coût, hein, pas du coût. Il y a une question de coût. Comment on finance ces contraintes? C'est-à-dire que, ok, la loi, mais après, comment on accompagne les gens pour qu'ils le mettent en œuvre? Et aujourd'hui, ce débat, il n'a pas lieu dans la société. Qui paye, comment, etc. Hein, la taxe carbone, c'est très bien, mais elle ne va pas à la transition écologique. Donc, bon, voilà, ça, c'est des questions politiques à poser. Ratio local-global, alors ça, non, il n'a pas été fait. Il faut le dire à Carbone 4, il faut leur demander de le faire. Effectivement, il n'a pas été fait. Il n'est pas fait au niveau européen et je pense que c'est de façon volontaire. Même s'il y a des objectifs qui sont fixés au niveau européen, ils ne sont pas distribués par pays. C'est-à-dire qu'on ne dit pas vous allez baisser de temps et vous de temps et vous de temps. Donc voilà, c'est aussi pour entraîner plutôt que là être trop combinatoire et de se heurter à des résistances fortes qui feraient qu'on aurait l'effet inverse que celui souhaité, quoi. Voilà. Je vais m'arrêter là, il y en avait trop. Merci beaucoup. Merci aux intervenants. Merci à vous, les participants et participantes. Merci à la recyclerie. Simon, merci. Merci à tout le monde. Je ne connais pas les prénoms de toutes les personnes qui nous ont aidés en régie. Merci à eux et à elles. Et donc, il ne me reste plus qu'à vous dire au 20 juin, si vous êtes là, pour continuer à parler de planification écologique sous un autre angle. Merci pour votre écoute. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com. Vous pouvez également suivre nos actualités sur Facebook, Instagram ou, encore mieux, venir échanger avec nous à la recyclerie, au 83 boulevard Ornano à Paris, métro porte de Clignancourt.